You close the door. Un, deux, un, deux. Vous m'entendez? On peut commencer? Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez tous bien. C'est bon? C'est parfait? Enchanté d'être avec vous cet après-midi. Donc le side event, comme vous le voyez à l'écran, c'est avec nos représentants de la Banque ouest-africaine de développement. Et le side event porte essentiellement sur la présentation de la stratégie environnement-climat 2021-2025. Mon nom est Philippe Chabot, je travaille pour un bureau d'études au nom de Transtech qui a été mandaté pour appuyer la BOAD dans cette assistance technique. J'ai le privilège de présenter 3 pénalistes avec nous pour cette revue de la nouvelle stratégie. J'ai M. Disso Toé, responsable donc, du domaine environnement et climat au sein de la banque. M. Ibrahim Traoré, chargé donc du fonds de la finance climat, pardon. Et enfin, j'ai à la fin M. Moubarak Mikaïla, coordinateur régional de l'Afrique francophone et de l'Afrique de l'Ouest, représentant le UNFCCC. Merci d'être parmi nous cet après-midi pour présenter cette stratégie. Je vais d'abord commencer à donner la parole à la personne qui souhaite présenter la stratégie. Donc, Monsieur Traoré va nous faire un bref aperçu de la stratégie. Il va vous donner les messages principaux à partir desquels nous pourrons commencer à poser des questions. Monsieur Traoré. Ok, merci Monsieur Chabot. On peut commencer à défiler les slides. Alors, la nouvelle stratégie environnement, finance, climat de la BOAD a été adoptée cette année au cours du mois de juillet 2021. Pour faire très court, nous avons 3 axes et 2 axes, on va dire, managériales. Le premier axe, il va s'agir toujours pour nous d'appuyer nos États dans le cadre des opérations que nous menons dans le financement, l'investissement que nous faisons dans la sous-région ouest africaine, à intégrer tout ce qui est aspect, on va dire, environnementaux et sociaux dans les projets. Nous avons un accent particulier qui sera mis sur la question du genre, parce que c'est un aspect spécifique aujourd'hui en termes de, on va dire, de résultats de développement et d'impact au développement que la banque aujourd'hui a identifié comme secteur. Donc tout ce qui est question genre, jeunes, aujourd'hui, on va dire tous nos projets sont construits de sorte que la question de la lutte contre les changements climatiques, l'environnement, le social, soit adressée spécifiquement vers, on va dire, le genre et les jeunes. Le troisième axe opérationnel, lui, il va être, on va dire, c'est un axe où on veut accélérer les investissements au niveau de la finance climat. Nous avons 2 chemins pour les accélérer. Il s'agira au niveau des fonds propres et des actifs même de la BOAD, de faire en sorte que nos investissements aujourd'hui propres au niveau de la BOAD, à hauteur de 25%, soient dirigés vers la lutte contre le changement climatique. L'autre élément pour cet axe, il s'agira pour nous de continuer à mobiliser des ressources auprès des 3 fonds climat, c'est-à-dire le fonds d'adaptation, le fonds pour l'environnement mondial et le fonds vert pour le climat. Le dernier axe pour nous, il est assez transversal, c'est une question de renforcement de capacité. Nous sommes en train de mettre en place des assistances techniques pour renouveler, on va dire, mettre à jour tout ce qui est politique environnementale et sociale pour permettre de renforcer les capacités en interne de nos structures, de nos opérationnels, pour pouvoir mener à bien cet exercice que nous nous sommes donnés sur les 5 prochaines années. Ok, le dernier slide. Donc, on va dire en gros qu'il y a les 3 axes que nous venons de citer.
Et donc, de manière spécifique aujourd'hui, comme nous sommes à la COP, nous avons un travail, on a une feuille de route, on a une approche spécifique, on est en train de structurer au niveau institutionnel la BOAD sur le plan, comme j'ai dit, l'accompagnement au niveau des CDN, que ce soit conditionnel ou inconditionnel. Et pour le stage prochain, on est en train de mettre en place aussi tout ce qui est structuration d'un fonds pour accompagner tout cet exercice-là. Donc voilà un peu, Monsieur Chabot, comment la stratégie a été dessinée, les ambitions que nous avons. Merci, Monsieur Traoré. Donc, les messages importants, je pense qu'on peut les résumer comme suit, c'est que la banque souhaite vraiment être au cœur de l'action climatique pour servir les États membres de l'UEMOA. Je pense que c'est une vision qui est assez novatrice et qui s'inscrit dans l'ambition du plan Joliba. Plan Joliba qui a quand même fixé l'ambition de verdir le portefeuille de la banque à l'horizon 2025 jusqu'à hauteur de 25%, sachant que le point de départ et la cartographie qui a été faite notamment grâce à l'exercice sous l'IDFC, la cartographie nous a permis quand même d'identifier que le point de départ du financement des projets climat au sein de votre institution est grosso modo entre 15 et 18%. On va être réaliste, c'est à 10%. M. Traoré dit 10%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un effort et une ambition de doubler, voire plus, le verdissement du portefeuille de la banque pour l'horizon 2025. Exactement. Le deuxième message qui est important, c'est celui de contribuer évidemment au financement des CDN qui ont été révisés. Et donc là, j'aurais peut-être une question pour vous, Monsieur Toé. Comment voyez-vous le rôle de la banque pour financer et accélérer le financement des CDN sur le volet atténuation d'une part et sur le volet adaptation d'autre part des mesures prioritaires des CDN de la sous-région? Monsieur Toé? Ouais. Merci, Monsieur Chabot. C'est une question intéressante. Il faut dire que, comme on l'a toujours dit, la BOAD est là pour les États. Nous savons que les États ont des besoins de financement, aussi bien dans le domaine de l'atténuation que de l'adaptation, mais beaucoup plus dans le domaine de l'adaptation. Donc, nous avons des ressources destinées au financement des projets d'adaptation, notamment dans le domaine de l'agriculture. Nous en avons financé pas mal. Nous avons également, en tant qu'institution accréditée auprès des fonds climat, nous avons également la possibilité d'apporter cet appui aux États pour être porteur de projets auprès de ces fonds climat et pour mobiliser les ressources destinées au financement des projets étatiques. Donc c'est pour dire que en termes de financement, nous avons aussi bien nos ressources propres à nous que les ressources que nous pouvons mobiliser. Nous pouvons mobiliser auprès des fonds climat pour financer aussi bien l'adaptation que l'atténuation. Merci, M. Toé. Donc, le financement des CDN sont revus également à la hausse, étant donné que la plupart des États membres, même si encore certains n'ont pas remis leur CDN à jour, mais la plupart des États membres de l'UEMOA vont vers un niveau d'ambition qui est augmenté d'à peu près 15%. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura évidemment au niveau des financements conditionnels une plus forte pression encore sur la banque et les fonds qu'auparavant. Et ma question va être adressée à M. Micaela. Vous qui êtes au niveau de votre centre en charge donc de renforcer les capacités, et comme on le sait tous, le renforcement des capacités est un volet très important des CDN qui ont été révisés. Sur le volet atténuation, certes, mais sur le volet adaptation, encore plus. Et c'est ce que M. Toé vient justement d'expliquer. Est-ce que vous pourriez du coup développer, selon vous, l'approche importante dans la sous-région que la banque va pouvoir également faciliter
pour renforcer les capacités à travers du centre qui est celui de l'UNFCCC dans la région. Monsieur Mokaila. Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois que la question de l'adaptation ici, avec les pays que nous représentons ici, est très importante. Et parce que tout le monde vient à la COP avec l'ambition de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais le vrai problème pour nous, pays africains, c'est la question de l'adaptation, le financement de l'adaptation. Et aujourd'hui, avec le nouveau plan Joliba de la banque se positionne à un niveau où l'origination des projets est une étape essentielle dans le cadre du développement d'un projet. Alors, qui parle d'origination de projet parle vraiment d'aller à la base, à la création, au montage même du projet. Et aujourd'hui, les pays ont un déficit en termes de renforcement de capacité, notamment sur la technicité même de montage des projets. Donc la banque mettra à disposition des moyens pour permettre d'accompagner les pays dans le cadre du montage des projets, de la structuration des projets. Il y a eu une nouvelle direction à la banque qui a été créée, qui est la direction de l'innovation et du développement durable, qui permettra de regarder les projets et d'inclure dans ces projets-là les questions des ODD, les questions liées au changement climatique, les questions liées à l'accord de Paris, les questions liées aux engagements que les États ont pris dans le cadre des CDN. Et ces questions-là sont essentielles. Et quand on parle de renforcement de capacité, souvent, les gens pensent à des capacités forcément techniques. La technicité, elle existe. Mais c'est comment vraiment l'orienter. C'est vraiment comment mettre la musique, mettre tous les instruments ensemble pour que la musique soit belle. Et ici, nous parlons de capacité, mais le vrai problème que nous avons en Afrique, c'est la collecte des données. C'est la question de la collecte des données. Et l'autre accent que nous mettons, c'est comment est-ce qu'on accompagne les États pour que cette collecte de données soit bien faite. Parce que même si vous avez les capacités, si vous avez les meilleurs ingénieurs, vous avez les meilleurs techniciens, si les données ne sont pas bien agrégées, les données ne sont pas bien collectées et autres, vous ne pouvez pas vraiment avoir des données palpables et réelles pour le développement des projets. Donc c'est cet accent-là aussi que nous voulons mettre sur les projets. Nous avons travaillé avec la commission de la CEDEAO sur la cartographie des besoins pour la mise en œuvre des CDN. Et dans cette cartographie, quand elle sera complètement validée par les États, on va la partager. Cette cartographie vous montre un peu les déficits que nous avons en termes de renforcement de capacité technique, les déficits que nous avons en termes de collecte de données et les déficits en termes de capacité des ressources financières pour financer ces projets. Et tout ça, nous avons aussi des solutions à chaque étape sur ces aspects-là. Et la BOAD viendra, la BOAD, la BIDC, la BAD et d'autres institutions dans la sous-région mettront en place des stratégies pour accompagner les pays dans le cadre de la mise en œuvre des CDN. Voilà, merci. Merci. Je pense que si on passe le slide suivant, ça va peut-être permettre à M. Toé de revenir sur un aspect important qui est une colonne vertébrale de la stratégie. Évidemment, c'est l'accent que la banque souhaite apporter en termes de force de proposition aux États membres sur les secteurs prioritaires pour arriver à cet objectif de 25% de financement, mais également de réduction des émissions de gaz à effet de serre que, comme vous le savez, proviennent principalement du secteur AFOLU et pas du secteur de l'énergie comme dans d'autres économies. Donc la question à M. Toé que je souhaiterais poser, M. Toé, c'est est-ce que vous pourriez donner à l'auditoire le contenu des secteurs que la banque entend prioriser dans ses financements? M. Toé? Oui. Merci, monsieur le modérateur. En termes de secteur prioritaire, je crois que c'est connu. Hein? C'est le secteur de la sécurité alimentaire, très important pour notre région. Il y a le secteur des énergies renouvelables. Nous allons beaucoup mettre l'accent sur les énergies renouvelables pour que nous puissions atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Il y a le secteur, comme on le dit, des villes durables. Hein.
tout ce qui est immobilité, assainissement. C'est des secteurs Innovant. des secteurs que j'allais dire hautement prioritaires pour nous dans le cadre de notre plan stratégique 2021-2025. De la stratégie environnement et climat également qui est alignée sur le plan stratégique. Mais je crois que M. Traoré a peut-être d'autres secteurs en tête. Oui, par rapport au secteur que M. Touré vient de revoir, c'est purement souvent des secteurs, on va dire, qui sont destinés au secteur public. Donc on a aussi pour ambition de travailler principalement à faire la promotion des investissements climatiques au niveau du secteur privé. Et pour ça, nous savons que même sur les CDN, même au niveau du fonds vert, on pense que 70% des investissements climat devront être faits par le secteur privé. Donc à ce stade, la BOAD, en collaboration avec le Fonds vert pour le climat, a déjà mis un programme d'investissement en place que nous avons déjà lancé. Nous avons beaucoup travaillé avec le Burkina sur la question. Et je pense qu'en termes de renforcement de capacité, d'ici la fin de l'année, on pourra déjà mettre à disposition des ressources pour un programme incubateur qui va permettre aux promoteurs privés de pouvoir formuler des projets dans ce sens. Pour être précis, c'est un programme avec le Fonds vert qui fait à peu près 122 millions d'euros. C'est destiné à 6 pays, dans les 8 pays de l'UEMOA, sauf la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et il s'agira à ce niveau-là d'aider, d'accompagner les promoteurs privés dans le domaine des énergies solaires à pouvoir formuler, monter des projets et qui sont des projets qui sont connectés au réseau pour le moment. Voilà, donc ça va être un programme qui va être une pierre angulaire parce qu'il y a de l'innovation financière qui a été impliquée dans le projet. Quand on parle d'innovation financière, c'est que les études ont montré que les promoteurs privés sur le marché n'ont souvent pas plus de 7 ans de maturité pour financer leurs projets. Ce qui faisait qu'on n'avait pas un retour en investissement. Donc on a innové en installant, en intégrant une garantie ou ce qu'on appelle une extension en fait, de maturité de 12 ans qui va prendre le relais à la place de la banque commerciale. Donc c'est toutes ces innovations-là que nous sommes en train de mettre en place. En termes d'innovation, pour compléter les secteurs que M. Touré a élaboré tout de suite, il s'agira de tout ce qui est risque climatique, les chocs climatiques dans nos États. Donc on a un programme PACAN avec la KfW où il s'agira de mettre une forme de garantie pour accompagner nos États dans, on va dire, le remboursement en fait des échéances en cas de choc climatique. Donc voici un peu les 5 programmes réunis. On n'a pas oublié le secteur public, on n'a pas oublié le secteur privé et même tout ce qui est risque climatique aussi est pris en charge pour permettre à la BOAD d'accompagner ces États sur ces 5 programmes. Voilà. Merci M. Traoré. Par là, vous montrez vraiment la volonté de la banque d'être au cœur de l'action climatique. C'est très clair la vision que vous avez, les programmes qui vont servir à réaliser cette vision. Et j'aurai encore une question peut-être à vous poser, elle est liée à l'axe 2. Rappelez-vous, l'axe 2 de la stratégie, c'est un axe qui vise à justement intégrer les outils climat dans les opérations de la banque. Si on peut voir que la banque est au cœur, il y a évidemment tous les canaux qui convergent vers le cœur. Et pour ça, il faut convaincre les financiers, et notamment du secteur privé, que des secteurs qui sont difficiles, comme l'adaptation, peuvent apporter des résultats. Ma question est la suivante. Vous qui êtes un spécialiste de la finance climat, et plus particulièrement des outils d'adaptation, comment voyez-vous l'évolution de votre institution en termes de développement d'outils et en termes de capacité à mieux formuler et à formuler plus juste les futurs projets d'adaptation? Okay. La première chose, c'est que vous savez, pour tous les projets du secteur privé, il y a ce qu'on appelle en fait des avis de premier niveau ou de second niveau.
Le premier niveau, il peut être purement financier. Le deuxième niveau est lié au risque. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que du risque politique, il n'y a pas que du risque technique, il n'y a pas que du risque de blanchiment d'argent, mais il y a du risque environnemental. Donc aujourd'hui, le discours, il est très simple. Vous venez chez un banquier, il doit vous donner de l'argent et très rapidement, il va analyser tous ces types de risques et comment vous pouvez atténuer ces risques. Si la banque vous donne, comme vous et moi, nous sommes en train de travailler, on va prendre le projet et on va sortir une vulnérabilité de votre projet par rapport au risque climatique futur que le GIEC aura identifié. Et ce résultat va être communiqué à la banque et la banque va vous dire, ben, si vous ne dimensionnez pas votre projet en tenant compte de ce risque, moi, je ne peux pas vous financer. Donc ça va être très simple, ça va être incitateur, mais nous savons que tout changement aussi doit prendre du temps. Il y a de la pédagogie, c'est comme on l'a dit avec le CRC, on va renforcer des capacités, on va faire de la communication parce que au départ, quand vous regardez un projet classique de la BOAD, le cahier de charge est très simple. Vous devez faire des études techniques, économiques, financières, environnementales et sociales. Vous posez le packaging. Mais aujourd'hui, ces études devront tenir compte du fait qu'un projet doit être dimensionné en fonction de la vulnérabilité du climat. Donc, ça veut dire qu'en termes d'adaptation, il faudra, on va dire, dimensionner, même au niveau des aménagements hydro-agricoles, dimensionner des digues, etc., en fonction de l'aléa climatique qui va être prévu. Donc, dans les études, on voudra tenir compte de ça. Au niveau de l'atténuation, comme vous savez, le système MRV qui est là, il faudra clairement que le processus de calcul des émissions réduites ou évitées soit clair pour nous et soit homologué par peut-être l'UNFCCC. Donc il faudra que tout ça soit dans votre étude aujourd'hui. Et nous, au niveau de la banque, comme je suis en train de le dire, le travail que nous sommes en train de faire depuis 2 ans avec vous, c'est qu'on a déjà identifié 3 outils. Donc il y a l'outil bilan carbone, il y a l'outil screening climat qui est là, et un 3e outil. Et donc, pour le moment, on va commencer avec des moyens à moyen terme, à court terme et à long terme. À long terme, ça sera un outil qui sera purement adapté à ce que la BOAD et ses États membres ont comme diligence climatique propre à elle-même, avec une base de données bien régulée. Mais pour le moment, c'est un peu du manuel. On a un guide, on travaille avec l'IDFC. Donc c'est le protocole IDFC qui est aujourd'hui mis en place pour voir quels sont les aléas climatiques, est-ce que ça a été pris en compte ou pas. Donc c'est ce qui nous aide à faire la cartographie. Donc voilà, pour me résumer, on aura des outils qui sont déjà identifiés, on aura du moyen et du court terme, on aura un avis de seconde opinion en termes de risque au niveau de la banque, pour analyser le risque climat et l'intégrer dans les processus de décision de la banque. Et la cellule climat va venir à travers les études préméditées, à travers l'évaluation du projet, démontrer que le risque climat a été pris en compte pour permettre au projet d'être validé par le conseil d'administration. Donc voilà de manière résumée ce qui est prévu. Ce qu'il faudrait ajouter, c'est que en fait, la banque se met dans l'air du temps. Vous savez qu'au départ, c'était des considérations purement financières qui entraient en ligne de compte dans l'évaluation des projets. Et puis sont arrivées les évaluations environnementales qui sont venues s'ajouter. Et maintenant, on tend vers les outils climat à intégrer en plus des évaluations environnementales, intégrer dans le système d'évaluation des projets. Donc, tout comme le premier cas, le cas des évaluations environnementales, pour lesquelles des séances de formation et de renforcement des capacités ont été menées aussi bien à l'endroit des États que du secteur privé pour la mise en œuvre de ces outils climat. Il y aura également un renforcement des capacités, un programme de renforcement des capacités en direction des États membres et du secteur privé et même du personnel de la banque. Parce que c'est un domaine nouveau, il faudra que tout le monde, en tout cas, s'y habitue. Voilà. Merci. Un sujet qui est aussi très important et qui vient accompagner la stratégie,
c'est celui de la capacité également que la banque va offrir à ses États membres en termes de conceptualisation et de préparation de projets. On s'est tous rendu compte ces dernières années que les projets climatiques, qui soient pour des mesures d'atténuation ou pour des mesures d'adaptation, avaient des coûts de transaction très importants, avec des coûts d'acquisition très importants. Et la question que j'ouvre, peut-être M. Traoré, vous voulez commencer à y répondre, mais les collègues sont également là pour poursuivre, c'est comment voyez-vous cette nouvelle capacité que la banque offre aux États membres en termes de conceptualisation et de formulation de projets climatiques pour répondre aux objectifs ambitieux du plan Joliba? Vas-y. Je commence. Comme on le dit en fait en économie de l'environnement, c'est justement ça. On va dire c'est le surcoût à prendre souvent qui fait qu'on n'est pas très motivé. Donc la première des choses que la banque a faites aujourd'hui, c'est que, comme on dit, il y a un nouveau président qui est arrivé. Ça fait 1 an déjà. Et le premier exercice que nous avons mené, c'est d'aller soulever des ressources vertes sur les marchés. C'est-à-dire plus de ressources classiques, mais des green bonds que nous sommes allés chercher sur le marché, qui ont permis aujourd'hui à la banque d'avoir des ressources financières adaptées et moins chères pour justement financer des projets environnementaux et sociaux au niveau de la banque. Donc ça, c'est déjà un premier élément, c'est le coût de la ressource. C'est très souvent le coût de la ressource, la difficulté. L'autre élément, comme je l'ai dit, il faut voir ce changement de paradigme, comme je le dis souvent, comme une opportunité pour des pays en développement. Ne pas être les derniers à changer de technique, mais être à l'avant-pointe de la technique. Et comme on l'a répété, la BOAD est en train de mettre en place des instruments propres à elle-même, adaptés à nos États. Et quand on dit adaptés à nos États, ça veut dire que la question financière, la question de la lutte contre la sécurité alimentaire, etc., est prise en compte dans le processus de développement. Et la dernière chose, c'est qu'il y a des priorités à court terme, il y a des priorités à moyen terme et à long terme. Donc on n'est pas sur un seul pendant, on va se mettre sur les 3 pendants pour répondre aujourd'hui à la problématique qui se passe maintenant, à moyen terme et à long terme. Donc on est sur les 3. Donc voici un peu me résumer des transactions et des coûts de projet adaptés à travers nos recherches sur le marché, des technologies adaptées à nos contextes et aussi le triptyque court, moyen, long terme pour répondre et accompagner nos États. Voilà. Merci, M. Traoré. Est-ce qu'il y a des collègues qui veulent rajouter? Non, je voulais juste rajouter sur la question, sur l'intervention d'Ibrahim, que la question tout à l'heure, on a parlé de l'adaptation, le financement de l'adaptation, et la question du financement de l'adaptation est totalement liée à la question de la rentabilité des projets. Et aujourd'hui, la rentabilité des projets, c'est l'une des raisons pour laquelle le secteur privé ne s'y intéresse vraiment pas. Et quand nous avons fait des études de marché et autres, nous nous sommes rendus compte que la question de l'adaptation n'intéresse pas le secteur privé parce qu'il y a un risque de garantie. Il n'y a pas une garantie formelle sur les questions d'adaptation parce que le taux de rentabilité il est faible et là, il n'y a pas de garanties assez formelles, il y a les ressources qui ne sont pas adaptées. Et aujourd'hui, avec la levée des ressources durables que la BOAD a faite en début d'année, vous verrez qu'il y a quand même un gros lot de projets d'adaptation qui y sont. Et c'est parce qu'un travail d'origination de projet a été fait au départ pour intégrer ces questions de prise en compte du taux de rentabilité, trouver des ressources adaptées et de trouver des moyens techniques qui s'y adaptent pour le montage des projets. Et tout à l'heure, je parlais de l'origination des projets. C'est très important parce que dès lors que vous avez tous les critères d'éligibilité d'un fonds, d'un mécanisme, d'un projet et autres, et que vous voyez que ce projet-là ne peut qu'être rentable avec un type de ressources, vous allez effectivement monter le projet en allant chercher des ressources qui y sont adaptées. Et c'est aujourd'hui le travail que la BOAD fait sur le marché. Quand on parle d'innovation, on ne parle pas juste de changer de technologie et autres, mais c'est même la structuration au niveau de la structuration des projets. La DEFIC, la BOAD a levé des fonds avec le Niger. Je ne sais pas pourquoi ils n'en parlent pas,
parce qu'ils sont très, très humblement, ils n'en parlent pas. Mais la BOAD a levé des ressources aujourd'hui. Je ne connais pas très bien les conditions. Ibrahim va revenir là-dessus. Plus de pratiquement 15 milliards de ressources en dons et avec un mécanisme pour réduire les taux d'intérêt, avec une maturité très longue. Et c'est ce genre de mécanisme-là que nous voulons mettre en place pour inciter le secteur privé, par exemple, à venir sur des projets d'adaptation. Parce qu'un projet où ce n'est pas rentable, moi, je ne vois pas la raison pour laquelle. Et je prends toujours un exemple en Afrique pour parler, par exemple, du secteur des télécoms. Le secteur des télécoms, c'est l'un des secteurs les plus rentables en Afrique, dans lesquels vous voyez le plus de ressources. Et c'est parce que ce secteur-là, il est très rentable, il y a les mécanismes qui y sont adaptés, les ressources spécifiquement adaptées. Donc, si on n'a pas des mécanismes comme ces types de mécanismes-là, il y aura toujours des problèmes conflictuels. Alors, nous parlons avec le Fonds vert, et je suis content qu'Ibrahim aussi ait mentionné le projet que la BOAD fait, sur la mise en place d'outils de garantie pour attirer les porteurs de projets, le secteur privé notamment, à financer des projets d'adaptation. Et je les félicite d'ailleurs pour avoir mis en place de tels mécanismes. Mais nous parlons aussi avec le FMI, dans le cadre des droits de tirage spéciaux, sur la portion qu'il faut mettre à disposition des États pour monter des mécanismes de garantie pour attirer le secteur privé pour le financement de l'adaptation ou des projets à faible taux de rentabilité. Donc c'est vraiment ce type d'outils qu'il faut qu'on mette en place pour attirer plus de ressources vers le secteur, vers l'adaptation. Parce que quand vous regardez même au niveau de la cartographie que nous avons faite avec la CEDEAO, les ressources sont disponibles, mais ne veulent pas aller vers l'adaptation parce que le taux de rentabilité est très faible et les outils de garantie sont manquants. Donc il faut un shift, comme il a dit, un changement de paradigme pour vraiment attirer le secteur privé vers ce type de projet-là. Voilà, merci. Je prends la perche tendue par Moubarak parce que dans notre stratégie, effectivement, on vient de faire approuver un projet, on va dire, de 35 millions de dollars, d'euros, avec le Fonds vert. Et le positionnement de la BOAD est intéressant parce qu'on est au cœur des pays les moins avancés en Afrique de l'Ouest. Et à la différence de la Banque mondiale, de la BAD, etc., au principe de subsidiarité, on est là depuis 46 ans avec ces pays. Et le mécanisme que nous avons mis en place, c'est un mécanisme que nous souhaitons effectivement vendre. Parce que des études jusqu'à l'approbation du projet, le Niger n'a enlevé aucun sou. Donc les études ont été financées par le mécanisme que nous savons. La BOAD a injecté des ressources. Et ensuite, quand nous étions en train de négocier pour l'approbation de ce projet, on a un centre régional de collaboration. On est allé dans les textes parce que c'est du don à hauteur de 15 milliards. Mais j'avoue que si le JCF est là, il ne voulait pas donner, il ne voulait pas faire de don. Mais c'est la BOAD eu égard à son positionnement, eu égard au texte que nous avons avec le Centre régional de collaboration, parce que nous sommes allés fouiller dans les négociations. Nous avons démontré pourquoi ça devait être gratuit. Et une fois que nous avons démontré, on a pris 2 mois pour démontrer que le Niger devait avoir ses ressources gratuitement, parce que ça allait faire jurisprudence. Ouais. S'il le prenait en prêt, c'était fini. Tous les autres pays, bon, je ne suis pas contre les Nigériens, mais je ne suis pas sûr que les autres allaient pouvoir dire qu'ils étaient plus pauvres pour bénéficier de ressources gratuites. Donc ce combat que la BOAD a mené, c'est un combat que nous souhaitons dupliquer, les autorités souhaitent dupliquer. Donc nous avons une feuille de route aujourd'hui, aussi bien sur le financement des études que d'aller chercher des projets aujourd'hui. Même le Mali a profité de ça, et même sur un projet d'atténuation, hein, sur 40 ans, avec 10 de différé à 0%. Donc, notre positionnement aujourd'hui avec le Fonds vert fait que le Fonds s'appuie sur nous pour ça. La principale difficulté, tout le monde le sait, c'est la longueur d'instruction des dossiers. Bon, et même ça aussi, nous avons une nouvelle feuille de route que nous allons partager avec vous pour raccourcir les délais. Vraiment, on a beaucoup réfléchi. On est en train de vous présenter, on va le présenter. Et je pense que le side event de la semaine prochaine va amorcer les choses. Voilà, justement,
on en vient aux solutions maintenant. Oui. Et je pense que l'Assemblée pourrait également poser des questions. Mais avant que l'Assemblée ne puisse poser des questions, quelles solutions voyez-vous pour justement réduire ces durées-là de conception et de formulation de projets? Vous venez de le mentionner, ce fonds d'études-là, est-ce qu'il va aider justement dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'il faudrait que ce fonds d'études-là anticipe comme problème que vous avez déjà expérimenté pour que ce fonds soit justement un accélérateur de financement pour la zone UMOA? Et ça nous permet effectivement d'annoncer le side event qui aura lieu mardi 9 novembre à la même heure, à 14 h, sur justement ce fonds d'études. Mais je ne sais pas qui veut prendre la parole sur... La question est, est-ce que ça va être le coup d'accélérateur, ce fonds d'études, qui manque pour bien mettre en œuvre le financement des CDN à travers cette nouvelle stratégie du plan Joliba? Je vous laisse décider qui répond. Merci, Monsieur Chabot. Arrête de bouger. Je crois qu'on ne va pas dévancer l'iguane dans l'eau, comme on le dit. Le fonds d'études, on va en parler en long et en large la semaine prochaine. Il a déjà donné la date, c'est mardi prochain à la même heure. Nous envisageons de créer un fonds régional d'études pour faciliter les études de projet, parce que c'est là souvent où se trouve le goulot d'étranglement. On n'a pas de ressources pour les études, on est obligé d'aller frapper à la porte du fonds vert notamment. Les États non plus n'ont pas de ressources pour les études. Généralement, ils interviennent en cofinancement, mais en investissant au niveau comme on dit, de la partie physique des projets. Donc, nous envisageons effectivement créer ce fonds d'études. Nous allons échanger sur ça, et ça pourrait être un élément déclencheur pour nous amener à avoir beaucoup de facilité pour étudier les projets afin de les soumettre aux différents fonds. Mais je crois qu'on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui. On va en parler la semaine prochaine. Merci. C'est bon? C'est bon. Bon. En gros, on va parler du fonds la semaine prochaine. Exactement. Voilà. Mais on ouvre maintenant les questions aux participants. Je pense que vous avez, vous, en tant que participant, des questions à poser qui n'auraient pas été soulevées pendant cette présentation-là de la nouvelle stratégie de la banque. Et je ne sais pas s'il y a un micro, je ne crois pas, mais si vous avez des questions, vraiment, c'est l'occasion de poser aux panélistes sans aucun problème. Ils y répondront avec toute la franchise. Oui, monsieur. Voilà, un micro. Merci bien. Monsieur Drago Isaka, autorité nationale désignée du Fonds vert pour le climat au Burkina Faso. Et nous avons en tout cas écouté avec sérénité toutes ces expositions, et c'est l'occasion pour nous de remercier véritablement la BOAD pour tout ce qu'elle fait pour la région, et de saluer effectivement toutes les innovations qui ont été évoquées, parce que, et je pense que Ibrahim l'a évoqué dans son mot de fin, la longueur des procédures effectivement est un handicap pour nos pays. Et ce qui fait qu'effectivement, dès qu'on entame des processus pour pouvoir effectivement soumettre des projets à des partenaires, et au Fonds vert pour le climat particulièrement, nous sommes dans un processus qui prend énormément de temps. Et effectivement, cela cause des problèmes, parce que les problèmes même qui sont identifiés au niveau des communautés pour lesquelles on va mobiliser les ressources, le temps qu'on mobilise les ressources, on va aller trouver que c'est un autre problème qu'on doit résoudre après. Donc l'impact des financements ne sera pas atteint dans ce cas. Et effectivement, Moukaïla a évoqué des stratégies, des innovations qui sont en train de mettre en œuvre. Et de notre part, véritablement, c'était s'il pouvait revenir en 30 secondes sur ces innovations qui vont permettre véritablement de faire décoller les projets pays. Nous parlons avec cela, avec expérience, certainement que le cadre est réduit pour pouvoir étaler toutes ces questions, mais il est important que les pays soient rassurés que, effectivement, les projets avec lesquels ils vont aller avec la BOAD, dans l'urgence, on pourrait effectivement mobiliser ces ressources. Dans son intervention également, il avait fait cas de la question de l'investissement, mais aussi de l'implication du secteur privé qui semble prendre une large part. Lorsque nous regardons les différents secteurs, les questions en lien avec la résilience au choc climatique, les questions de sécurité alimentaire,
effectivement, on peut faire appel au secteur privé. Mais si ça se limite au secteur privé dans le sens où on va faire des projets avec retour sur investissement uniquement, vous savez que les États ont un rôle social, le secteur privé n'a pas un rôle social, c'est de faire du bénéfice. Et il faut que la BOAD puisse intégrer ça dans les dimensions d'intervention, que le rôle social de l'État doit être pris en compte et que tous les projets n'auront pas forcément un retour sur investissement. Et qu'en termes d'innovation, c'est une position que nous souhaitons, en termes de plaidoyer, que la BOAD intègre cela, et pour qu'effectivement, il y ait des projets même d'adaptation qui n'ont pas un retour sur investissement puissent pouvoir lever des financements, comme l'exemple effectivement du Niger dont il donne. Et je pense que cela puisse être étendu à d'autres pipelines de projets au niveau des pays. Merci. Très intéressant. Peut-être avant de prendre la... Oui, allez-y, monsieur. Merci. Je suis Apollinaire Nyanvi, directeur général du Fonds national pour l'environnement du Bénin. Ma préoccupation est relative au financement des CDN en lien avec la préoccupation du secteur privé. Mumba l'a bien démontré, mais je voudrais qu'on approfondisse un peu et que l'on sache en partant d'ici quel serait désormais le rôle du secteur privé. Parce qu'au regard de tout ce qui est réservé dans le portefeuille du Fonds vert pour le climat par rapport au secteur privé, on constate toujours une réticence du secteur privé à s'engager dans l'action climatique, alors qu'il y a des opportunités pour le secteur privé. Bon, notre ami autorité nationale désignée du Burkina Faso l'a souligné tout à l'heure, le secteur privé, c'est le retour sur investissement. Alors, quel est clairement, c'est ma question, le business model, le mécanisme que la BOAD met en place pour attirer le secteur privé à financer les CDN, notamment l'adaptation et l'atténuation. Le secteur privé, c'est le profit. Que faut-il faire désormais? Un franc que le secteur privé met dans l'adaptation, est-ce que ce 1 franc-là, combien ça lui permet de gagner? Ça, le secteur privé a besoin de savoir ça clairement. Et à côté de ça, il faut vraiment de la communication. La communication en direction du secteur privé pour attirer le secteur privé vers les financements climat. Merci. On va répondre aux 2 premières questions et puis on prendra les 2 questions suivantes. Soyez patients. Merci. On commence par vous. Oui, je pense, je vais répondre d'abord. Je vais répondre. J'ai une partie. Je pense que les 2 questions se rejoignent un peu. Je crois que dans ma présentation tout à l'heure, j'ai parlé de la question de l'origination des projets. Et pour nous, je pense que c'est très important de travailler sur l'origination des projets. Quand nous avons fait le travail sur la cartographie de la mise en œuvre des CDN, il y a un certain nombre de secteurs qui ont été identifiés dans les pays. Et ces secteurs-là sont simples, hein, c'est le transport, c'est les infrastructures, c'est l'énergie, c'est les déchets, c'est la FELU. Et dans ces secteurs-là, nous avons, au niveau du centre, nous travaillons sur ce que nous appelons les niveaux de référence normalisés. Et ces niveaux de référence normalisés nous donnent des facteurs qui permettent de calculer, par exemple, combien de tonnes de maïs on fait par hectare en utilisant un certain nombre de pratiques, combien de tonnes de CO2 on produit en faisant 1 kWh d'énergie, par exemple. Et ces facteurs-là, nous travaillons avec beaucoup de pays. Et d'ailleurs, dans le cadre de la zone WAP, le West African Power Pool, nous avons un facteur d'émission sur la tonne de kilowattheure, par exemple. Donc, quand vous voulez produire 1 kWh d'énergie, vous savez à peu près combien de tonnes de CO2 vous émettez par kilowattheure d'énergie. Et ça facilite la durée des études, ça réduit la durée des études, ça facilite les coûts de financement des consultants, ainsi de suite. Donc cet aspect-là, nous le faisons sur beaucoup d'autres secteurs et nous pouvons travailler avec tous les pays dans ce cadre-là. Et quand je parlais de l'origination tout à l'heure, l'origination nous permet quand même de voir quel est notre type de projet, quel type de ressources est-ce qu'on va mobiliser pour financer ce projet-là, où est-ce que nous trouvons des ressources pour les études, où est-ce que nous trouvons des ressources pour la mise en œuvre du projet. Et le plus important, c'est où est-ce que nous trouvons les ressources pour le suivi. Parce que vous avez parlé des CDN, et l'un des aspects contraignants des CDN, c'est la transparence. C'est la question de la transparence, c'est la question du MRV.
où est-ce que nous trouvons des ressources pour mettre en place des outils de MRV. Et aujourd'hui, nous avons au niveau de la CEDEAO, par exemple, nous avons mis en place un MRV Network sur lequel les pays s'appuient pour le partage d'expériences, pour le partage d'innovation et pour échanger les manières de faire. Et ces ressources, ces actions-là sont mises en œuvre dans les pays. Donc je pense que sur la question liée à l'origination des projets, ça répond un peu à ces questions-là. Et sur la question du secteur privé, je crois que c'est une question de rentabilité. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment une question de rentabilité. Et la question qu'il faut se poser, vous, en tant qu'institution étatique, c'est qu'est-ce que vous mettez en place pour attirer le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, la mise en œuvre des CDN ne peut, toutes les réunions que nous faisons là, ne trouveront pas de solution à la mise en œuvre des CDN tant que nous n'avons pas trouvé la solution pour attirer le secteur privé. Parce que le secteur privé est vecteur, nous avons fait la cartographie de la mise en œuvre des CDN, on voit clairement que le secteur privé est vecteur de mobilisation des ressources pour financer les CDN. Aujourd'hui, quand vous prenez le secteur de l'énergie simplement, nos pays font des partenariats publics-privés pour l'énergie, pour attirer les investissements et tout. Mais les IPP, au niveau des IPP, quand vous prenez les IPP par exemple, il n'y a pas de modèle. Vous allez dans plusieurs pays, vous n'allez pas avoir un modèle standard des IPP, bien négociés avec un secteur bien défini qui vous dit, voilà quand vous rentrez dans un IPP, voilà le modèle qui est monté, voilà comment est-ce que le financement est fait. Et quand vous allez voir, vous prenez le Cap-Vert par exemple, aujourd'hui le Cap-Vert est l'un des pays les plus, en termes d'énergie, ils ont le mix énergétique le plus vert de notre sous-région. Et c'est parce qu'ils ont des IPP un peu standardisés. Ou quand je suis un promoteur d'énergie renouvelable, je vais avec une idée claire. Je fais mes projections, je fais mes calculs de rentabilité sur un modèle clair et je sais que ça ne va pas changer à la fin de la journée. Beaucoup de IPP viennent dans les pays africains, par exemple, et c'est sur place qu'ils commencent par négocier à combien je vends le kilowattheure d'énergie, quelles sont les garanties que le gouvernement met en place et tout ça. Et quand vous avez une structure qui dit comment est-ce que tous ces aspects-là sont mis en place, quand le IPP vient, quand le porteur de projet vient, il sait très bien comment est-ce que, avec quelles ressources il faut venir dans le pays, avec quel type de garantie à quel type de garantie il faut s'attendre. Et c'est plus facile de mobiliser ce porteur de projet-là. Et je pense que c'est valable pour tous les autres secteurs. Et aujourd'hui, au niveau de la BOAD, c'est pour ça que, au niveau de l'origination, on travaillera sur quelles sont les ressources à mettre en place. On travaillera sur les critères d'éligibilité des projets, mais aussi les garanties, les retombées et un accent particulier. C'est l'une des raisons pour laquelle on a mobilisé énormément de ressources. C'est quelque chose, on a aujourd'hui, tout le monde sait que la BOAD a mobilisé 750 millions d'euros pour les obligations durables, mais la réalité, c'est qu'on a mobilisé 4,4 milliards d'euros pour les ressources durables. Mais la raison pour laquelle la BOAD n'est allée que sur 750, c'est parce qu'on n'avait pas de projet. On n'avait pas en face des projets pour financer pour 4,4 milliards. C'est pour ça tout à l'heure je disais que nous avons les ressources sont disponibles. Si tout de suite vous prouvez à George Bezos, à Bill Gates, qui vont avoir un retour sur investissement clair, ils vont venir financer dans les projets. Je prends un exemple, j'ai pris un exemple, hier on discutait du Covid, on a pris un exemple très clair, mais tous ces hommes les plus riches du monde, ils sont devenus 2-3 fois plus riches qu'avant le Covid, parce qu'il y avait une niche pour aller trouver des ressources. Et ils ont vu qu'en finançant dans la santé, dans cette période-là, ils pouvaient trouver beaucoup de ressources. Et ils ont mis énormément de ressources dans la santé, dans les services. Amazon, quand vous voyez le taux de livraison à domicile a augmenté. Donc ça a fait qu'une capacité de retour sur investissement énorme. Donc c'est ce type de mécanisme qu'il faut qu'on mette en place. Il faut qu'on puisse attirer le secteur privé parce qu'il y a énormément d'argent disponible. Mais c'est comment est-ce qu'on monte les projets, comment est-ce qu'on structure les projets. C'est là la vraie solution. Merci. Merci. On va passer à votre question. Excusez-moi, allez-y, M. Touré. Compléter ce que Moubarak a dit. Vous savez que le secteur privé joue un grand rôle et va jouer un grand rôle dans l'atteinte des engagements des États au niveau des CDN. Voilà. Et vous faites bien de le dire, hein. C'est certainement un problème de communication qui manque pour attirer le secteur privé. Le secteur privé, c'est un secteur qui s'intéresse beaucoup à la rentabilité. Personne ne mettra ses ressources dans un projet qui n'est pas rentable. Hein? Je ne vois pas un promoteur privé
qui va refuser des ressources longues et moins chères et aller dans des banques commerciales qui pratiquent souvent des taux usuriers. Vous savez que les taux du fonds vert au niveau du secteur privé, c'est des taux intéressants. C'est autour de 3, 4, 5%. 0,75 pour le secteur privé. Vous voyez? Alors que nos banques commerciales pratiquent du 8 à 10%. Je ne vois pas un promoteur privé qui va refuser ces taux. C'est un problème de communication et vous, justement, vous avez ce rôle d'information à faire auprès des promoteurs privés. Voilà. En 2 mots, vous avez parlé de business plan, de lenteur. Sur la question de la lenteur, il faut avoir un prisme global. Il y a la question de passation de marché, il y a la question des procédures internes. Il y a beaucoup d'éléments en fait que la BOAD a analysé d'elle-même aujourd'hui et nous sommes en train d'actualiser certaines choses pour raccourcir les délais. Donc en termes de lenteur, c'est ça la question. Et même le travail qui sera fait avec les fonds climat, etc., la programmation et tout, il y a du travail global. Ce n'est pas un seul point qu'il faut toucher pour que la lenteur soit arrêtée. L'autre élément technique que vous avez évoqué, c'est le business plan, comment on attire secteur privé. Techniquement, rapidement, hein, sur le projet du Niger, c'est un projet d'aménagement hydro-agricole, 1500 hectares. Vous savez qu'il y a des collectivités, des associations de producteurs qui sont là sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a fait? On a apporté un processus, on va dire, c'est assez régalien. C'est structuré, comme on dit en économie, vous structurez la base avec le don qu'on a, on va aménager, on va apporter des technologies nouvelles, on va amener une production d'énergie à moindre coût. Une fois que la base est structurée, on a mis une ligne de crédit en place. C'est simple. Et la ligne de crédit est adressée au secteur privé. Donc voici, dans un seul projet, on a façonné la base, on a investi pour créer des conditions idoines qui vont permettre à la ligne de 4 millions d'être consommée par du secteur privé. Donc voilà, il faut mettre les bases et puis le business plan, il marche. Ce que vous dites, c'est que vous prouvez déjà que dans un des secteurs, c'est la finance innovante. Dans un des secteurs, la banque est déjà un acteur très important pour les États de l'UMOA. Et l'innovation financière exige que l'on soit bien informé du marché, des conditions et qu'on vienne avec des solutions innovantes. C'est comme le blending d'il y a 5 ans n'est plus le blending d'aujourd'hui. Et je pense que la banque peut effectivement apporter aux États membres cette intelligence collective que la banque récupère et c'est fort intéressant pour les États. On va prendre, et je tiens à vous remercier pour la patience que vous avez, monsieur, on va prendre votre question. Ah, le micro est chez vous. Mais la patience a des limites. Désolé. Okay. Non, je voudrais remercier la BOAD pour les efforts. Mais je veux surtout revenir sur cette stratégie pour que la BOAD, Ibrahim a commencé tout à l'heure, nous dise clairement quels sont les leviers aujourd'hui moteurs de cette innovation. Quand on voit l'arsenal de la banque, mon collègue tout à l'heure parlait de lenteur, quand on voit l'arsenal de la banque qui est très très lourd, qu'est-ce qu'on met clairement comme levier pour débloquer les situations? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois que tout tourne aujourd'hui à cause de l'accord de Paris des CDN. Mais nous ne devons pas perdre de vue aussi les PNA qui sont élaborés. Les CDN prennent une partie des PNA dans la partie adaptation, mais les PNA qui sont élaborés aujourd'hui ont besoin d'être financés. Or, quand nous parlons de données, au niveau de la sensibilité climatique, à peine vous avez réalisé l'étude et les études deviennent en même temps caduques. Qu'est-ce que la BOAD fait là? Parce que si on se lance dans des études avec tout ce que nous connaissons comme les pipons au niveau du fond vert et qu'on revient à la fin par rapport à la sensibilité sur l'évolution climatique, pour se rendre compte après que tous ces efforts fournis sont vains, est-ce que ça vaut véritablement la peine de continuer? Qu'est-ce que la BOAD prévoit justement à ce niveau? Et le dernier élément, c'est le transfert de technologies qui n'apparaît nulle part dans nos stratégies, où
nous faisons toujours les mêmes choses, nous pensons à évoluer alors qu'au niveau de la technologie, nous ne sommes pas encore aux normes, nous ne sommes pas encore à la page. Merci. Merci. C'est bon. Allô? Voilà, merci rapidement. C'est d'abord vous remercier pour ce partage de la vision de la BOAD en matière d'investissement climatique. Je suis Augustin Kaboré du Burkina Faso. Et le premier commentaire que je voulais faire, c'est de dire que le choix de financer l'adaptation cadre bien sûr avec les priorités des pays les moins avancés et du groupe africain des négociateurs. Et quand je regarde les secteurs prioritaires, les secteurs clés d'investissement, en tout cas la plupart des CDN des pays membres de l'UMOA, vous les retrouvez grosso modo. Les questions donc d'énergie renouvelable, les questions donc de sécurité alimentaire, les questions d'adaptation, et les questions de résilience, etc., etc. Ma question est simple là-dessus. En tant que banque, la BOAD, qu'est-ce qui justifie le choix de financer, par exemple, des projets d'adaptation quand on sait que, comme vous l'avez si bien dit, c'est des projets qui ne créent pas de la richesse, contrairement aux projets d'atténuation. Le deuxième commentaire que je voulais faire, je crois avoir entendu un verdissement des investissements climatiques de 10, je crois que c'est 10-20%, 10% à l'horizon 2025. 25%. Voilà. Nous sommes déjà en 2021. Et ma question également est simple. Et moi, j'aurais peut-être voulu voir la performance d'accompagnement de la BOAD, des pays membres donc, de l'UEMOA, et dès la première CDN. Quelle a été votre performance d'accompagnement pour pouvoir envisager une telle performance à l'horizon 2025? Autrement dit, et comme l'autre l'a dit, quels sont vos leviers aujourd'hui pour nous garantir que, en tout cas à l'horizon 2025, et cette performance-là sera vraiment garantie. Voilà, merci. Je peux commencer? Je peux commencer? Oui. Bon. Je voudrais aussi remercier les panélistes pour les différentes informations qui nous ont été données ce soir et qui nous permettent de savoir davantage ce que la BOAD fait au niveau donc, de l'UEMOA. Alors, je voudrais rappeler, comme vous le savez, que la BOAD est une entité régionale. Vous vous présenter, s'il vous plaît. Allô? Vous vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je suis, excusez-moi, Mathieu Biaou. Je viens du Fonds national pour l'environnement et le climat du Bénin, un fonds qui est une entité accréditée, aussi bien du Fonds d'adaptation que du Fonds vert pour le climat. Alors, donc, je disais que la BOAD est une entité régionale, donc au niveau donc, des pays de l'UEMOA. Et dans la même circonférence, il y a des entités qui sont accréditées au niveau national. Alors, dans cette stratégie-là, je ne vois pas comment est-ce que la BOAD intègre les préoccupations qui sont liées donc, à ces entités accréditées. Exemple, il y a toujours au niveau donc, de l'UEMOA des pays, des entités qui cherchent même à accréditer. Or, vous savez que pour accréditer une institution, il y a le renforcement des capacités qui est nécessaire. Alors, comme la BAD a su le faire, comment est-ce que la BOAD intègre ses préoccupations dans sa stratégie pour accompagner aussi bien les entités qui sont déjà accréditées et les entités qui cherchent l'accréditation? Parce que vous savez mieux que moi qu'aujourd'hui,